toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine spéciale du podcast de Modern Rider. Pendant 5 jours, nous vous proposons des entretiens inédits avec des experts pour explorer comment la science peut nous guider dans la gestion et l'entraînement de nos chevaux, toujours, bien sûr, dans le respect de leur bien-être. Et cette fois-ci, cette série bénéficie du soutien de Horsight, une jeune entreprise espagnole qui modernise l'accès des professionnels aux produits vétérinaires et compléments naturels pour chevaux. Mais elle va plus loin. Son équipe de vétérinaires s'est donnée pour mission de diffuser une information rigoureuse et accessible sur le bien-être équin. Depuis leur site et leurs réseaux sociaux, ils partagent des conseils concrets et accompagnent les propriétaires et soigneurs au quotidien pour prévenir les problèmes de santé et proposer des solutions les plus adaptées à chaque cheval. Une initiative qui allie science, expérience et passion du cheval. Aussi, de nombreux clients participent déjà à l'évolution de leurs produits grâce à leur retour. Et si vous aussi, vous souhaitez les découvrir, l'équipe de Horsight a prévu une remise spéciale pour la communauté de The Modern Rider. Vous pourrez retrouver tous les détails dans les notes de l'épisode. Et si nous avons choisi de consacrer cette semaine à la science équine, ce n'est pas un hasard. Quand les débats autour du bien-être s'enlisent, la science peut nous offrir un appui solide pour prendre de meilleures décisions. Et bien que certains travaux indépendants soient validés depuis des années, leur diffusion reste lente. Mais aujourd'hui, l'intérêt grandit, les voix se font entendre et même des institutions comme la Fédération équestre internationale commencent à collaborer avec des chercheurs pour repenser les pratiques et avancer vers un consensus. Du sport à la santé, en passant par la génétique, ces conversations apportent un regard objectif et des messages forts qui parleront à tous les publics. Alors, montez le son et installez-vous confortablement pour écouter ces conversations passionnantes. Aujourd'hui, la science peut nous aider à affiner notre regard, à mieux capter les signaux parfois imperceptibles que les chevaux nous envoient et à enrichir la relation que nous avons avec eux au quotidien. Léa Lansade est directrice de recherche en éthologie à l'INRAE. Cela fait plus de 20 ans qu'elle étudie le comportement du cheval à travers des thématiques passionnantes comme la personnalité, les émotions ou les capacités cognitives. Dans cette conversation, elle nous éclaire sur les dernières avancées scientifiques en matière de bien-être équin, partage ses découvertes les plus marquantes et nous invite à nous poser une question essentielle: que voit, que ressent et que comprend un cheval face à nous? Un échange passionnant pour toute personne qui souhaite construire une relation plus juste, plus fine, plus éclairée avec les chevaux. Bienvenue Léa, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, comme je venais de te dire, pour cette semaine thématique sur les sciences équines. Ça fait longtemps que je suis ton profil et puis les études que tu as pu publier, en tout cas les résumés. Et je suis certaine que cette conversation va être hyper enrichissante et intéressante pour tous les auditeurs. Donc merci infiniment pour ton temps. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors Léa, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je voulais simplement commencer si tu pouvais te présenter de la manière dont tu le souhaites et puis savoir un petit peu comment tu es arrivée à ce que tu fais aujourd'hui finalement. Alors, je suis directrice de recherche en éthologie au sein d'INRAE, qui est un institut de recherche sur tous les animaux domestiques et les animaux notamment d'élevage en France. Donc, je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce qui m'a amenée à ce métier, évidemment, c'est la passion que j'avais pour les animaux et les chevaux en particulier, puisque depuis mon enfance, j'ai envie de me mettre à leur place, d'essayer de comprendre ce qu'ils voient, comment ils me ressentent, comment ils nous perçoivent. Et donc, voilà, j'ai fait des études en biologie, donc un doctorat en biologie qui m'a conduit à devenir éthologue. Donc, c'est 8 années d'études. Et donc, j'ai travaillé exclusivement sur les chevaux jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, j'ouvre même mes travaux à d'autres espèces. Ok, super. Quel type d'espèce? Tous les animaux de ferme, parce que c'est vrai qu'on a montré des capacités assez étonnantes chez le cheval. Et on voudrait savoir si ça se limite à cet animal ou si ça s'étend aussi à d'autres animaux. Ok, super intéressant. Et alors aujourd'hui on parle, éthologie, c'est encore plus ou moins clair pour tout le monde et surtout il y a plusieurs types d'éthologie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu déjà expliquer pour ceux qui ne savent pas peut-être encore ce qu'est l'éthologie et à quel type d'éthologie tu te dédies, si on peut dire ça comme ça?
Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs types d'éthologie, hein. L'éthologie, c'est bien défini, c'est la Oui. science qui étudie le comportement de l'animal. Alors après, effectivement, tu as tout à fait raison, Lucie, il y a plein de sujets dans l'éthologie. On peut étudier toutes sortes de choses. Moi, par exemple, sur les chevaux, j'ai commencé ma carrière en étudiant leur personnalité. Après, j'ai étudié leur capacité d'apprentissage, leur capacité cognitive, le bien-être, leurs émotions. Donc, évidemment, il y a tout un tas d'études. Puis après, ça dépend. Si on étudie un animal qui est uniquement sauvage, je ne sais pas, la mésange bleue, pour prendre un exemple, évidemment, on va déployer des techniques d'observation comportement naturel. Nous, comme on est sur les chevaux, et moi en particulier les chevaux domestiques, bah, effectivement, mes techniques, mes méthodes vont être adaptées bah, aux conditions de vie du cheval actuel. Hmm. Ok. Ouais, en fait, j'entendais surtout par rapport à l'éthologie, donc de l'étude vraiment de l'espèce, enfin, ce qui est effectivement l'éthologie, comme tu le dis si bien, mais aussi l'équitation éthologique, parce que parfois, ça peut être confondu finalement dans l'esprit des gens qui vont mélanger éthologie avec travail à pied et des méthodes d'éducation plus basées sur ce qu'on sait des chevaux, sur l'éthologie. Mais c'était plus dans ce sens-là ma question. D'accord, bah alors effectivement, éthologie, ça vient de ethos, mœurs, comportement, logie, science, c'est la science qui étudie le comportement. Et effectivement, c'est pas une méthode d'éducation, de travail ou de dressage à la base, c'est vraiment une science. Après, effectivement, ce mot a été utilisé pour qualifier différentes techniques très variées. D'ailleurs, on peut pas dire qu'il y a une méthode d'équitation dite éthologique particulière, ça recoupe plein de domaines, on est d'accord. Ok, c'était pour préciser ça. Alors, je ne te cache pas que pour préparer cette interview, avec le temps qui nous est donné, j'ai eu du mal à vraiment centrer mes sujets. Donc, il y a une question en particulier que je voulais aborder, mais peut-être que je te laisserai après la main sur des choses peut-être sur lesquelles tu travailles actuellement ou des sujets qui te semblent vraiment importants à diffuser de nos jours. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses qui sont intéressantes dans ce que tu as étudié. Mais dans un premier temps, si ça te va bien, c'est une question assez large, mais le but c'est d'aller un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure. Mais donc tu es aussi autrice, tu as rédigé un livre, si ne me trompe pas, qui est dans la tête d'un cheval, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai Ok. écrit ce livre parce que il n'y avait pas tellement d'ouvrages d'éthologie. Enfin, les dernières connaissances sur la science, elles n'avaient pas été tellement vulgarisées, en tout cas en France. Et donc, bah, j'ai une éditrice qui m'a convaincue d'aller écrire ce livre et je suis vraiment contente parce qu'il a eu un bon public. Enfin, il a été pas mal lu et ça permet vraiment de diffuser nos recherches. Ça évite que nos recherches restent dans nos tiroirs et que personne ne les connaisse. Donc, c'était un bon moyen de parler de ce qu'on a fait. Oui. Et justement, dans les différents sujets qui sont abordés dans ce livre, lequel ou lesquels te semblent les plus urgents ou peut-être les plus mal compris dans le monde équestre aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a des... Effectivement, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a des sujets qui sont peut-être mal compris parce qu'en fait, c'est sympa. En fait, le monde de l'équitation évolue beaucoup et les gens sont, la plupart des personnes en tout cas, sont quand même avides de connaissances. C'est formidable en fait. Les gens se renseignent, ont envie, soutiennent la recherche. Moi, j'ai que des messages positifs, d'encouragement à continuer ses recherches. Donc, je pense que les gens s'intéressent à beaucoup de sujets en vrai et que ça évolue dans beaucoup de directions. Ça, c'est vraiment la particularité du monde du cheval, quand même. En général, c'est des gens passionnés qui ont envie d'évoluer. Alors oui, il y a certains mondes encore équestres sous le poids des traditions qui peuvent être un peu réticents, mais encore, je pense que tout le monde évolue. Mais quand même, la grande tendance, c'est d'être passionné par l'animal, d'essayer de se mettre à sa place, de le comprendre et d'être à l'affût des dernières connaissances. Et donc, tu vois pas aujourd'hui peut-être des croyances qui persistent. Donc, bien sûr, toujours avec cette envie d'évoluer, mais chacun va aussi à son rythme. Et je sais pas si toi, tu as pu distinguer, je pense notamment parce que tu as aussi étudié donc les personnalités équines qui parfois, si elles sont mal comprises, peuvent peut-être, on peut avoir encore tendance à faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'humaniser les chevaux. Et à mon sens, mais tu sauras plus que moi répondre à cette question, mais c'est sûrement pas encore par manque de connaissances et savoir justement si tu décèles encore
des points qui ont encore du mal à être intégrés et peut-être ce serait bien de les rappeler, d'en profiter pour les rappeler. Bah, effectivement, parfois, il y a des dissonances entre ce qu'on souhaite faire. Donc, évidemment, je pense que la 99 et même sans doute plus de personnes veulent bien faire, veulent que leur cheval Oui. soit bien, veulent bien travailler avec lui, sans stress, etc. Et puis, ce qu'on arrive à faire. Donc, ça, c'est sûr. Et ça, tu donnais l'exemple de la personnalité. Et parfois, c'est vrai qu'on peut confondre, en fait. On peut, par exemple, confondre un cheval qui a une personnalité émotive avec et froide. Par exemple, je pense, tu vois, aux chevaux à flinger. Et Mm. ça, moi, j'en ai à la maison et c'est vraiment typique. Ces chevaux, ils montent pas grand-chose, en fait. Si on n'est pas très vigilant à essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, bah, on croit qu'on peut les pousser assez loin, notamment dans des situations qui leur font peur, en fait. Parfois, ils ont peur, on ne le voit pas. Si on met un cardio-fréquence-mètre, on s'aperçoit que le rythme cardiaque est tout en haut, est très, très haut, est complètement monté. Ça, c'est un signe de peur. Mais ils font rien. Ils bougent pas, ils prennent sur eux. Et puis, d'un coup, ils explosent. Ils vont aller casser les barrières, arracher les licoles, vous embarquer, et puis ben, on va dire qu'ils sont caractériels. Et ça, en fait, c'est une mauvaise interprétation. Un cheval, il n'est pas caractériel. Mais par contre, on n'a pas vu en fait qu'il avait peur et on l'a poussé bien trop loin. Par rapport à un pur sang, ça, j'explique ça dans le livre, effectivement. Aussi, les pur sang, puis j'en côtoie beaucoup aussi dans le cadre de mon travail, eux, il n'y a pas de doute. Quand ils ont peur, on le voit, ça se voit tout de suite, on va faire très attention, et au contraire, on ne va pas trop les pousser, on va plutôt revoir les situations pour qu'ils aient moins peur. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de, on ne veut pas faire mal, mais parfois on voit mal, on comprend mal ce qui se passe, et puis ben, on ne va pas agir comme il faut. Donc c'est vrai que là, la connaissance, détecter les petits signes de peur, en fait, qui sont parfois pas très perceptibles, ben, ça peut nous aider à mieux nous conduire avec eux, et puis éviter les drames et de se faire embarquer ou de casser les barrières. Ah, bien sûr, mais c'est vrai que c'est difficile encore à. Là, je parle en connaissance de cause du coup, et ça faisait partie des premières questions que je me suis posées quand j'ai acheté mon cheval. Donc, le public espagnol connaît un petit peu mon histoire avec mon cheval, qui est un pur race espagnol entier et que j'ai acheté avec beaucoup de trauma et je savais pas trop comment l'aborder. Il avait un petit peu ce comportement et en fait, j'ai mis quand même du temps à voir finalement ces signaux qui m'envoyaient avant de d'exploser. Et là, il y avait plus de place pour l'apprentissage ou pour te demander quoi que ce soit. Donc j'ai un peu appris depuis, j'ai fait mon chemin. Mais pour les personnes qui peuvent être confrontées à ce type de réaction, quels sont les signaux qu'envoient les chevaux, qui ont en tout cas ce caractère-là, si on parle de ces chevaux-là, dans ces cas-là? Alors ça, il faut vraiment affiner son regard. Et moi, c'est tout l'objet de mes recherches actuelles, hein. On progresse chaque année dans les indicateurs de peur, de stress. On va sur des choses de plus en plus fines. Parce que c'est vrai que les chevaux sont quand même... alors, ils sont expressifs, mais à partir d'un certain stade, quoi. Et tous les seuils avant qu'un cheval se mette à fuir, ça peut être assez subtil. Donc moi, Mm. par exemple, j'ai un gros travail de recherche avec plusieurs étudiantes qui travaillent avec moi pour détecter les expressions faciales des chevaux. Ce qui fait que tout comme nous, les chevaux ont une musculature sur la face qui est très complexe et ils expriment toutes leurs émotions avec des mouvements, des muscles de la face. Ils ont des expressions faciales tout comme nous. Et donc ça, on peut apprendre à les lire pour être extrêmement vigilant à des tensions au-dessus des naseaux, des tensions de la bouche. Tout ça, c'est des indicateurs assez précoces que le cheval est en train de prendre peur. Et donc en affinant son regard, on peut détecter bien avant qu'il sursaute ou qu'il fuit, qu'il se passe quelque chose, que la tension monte. Donc vraiment affiner son regard sur ça, se renseigner sur les études, les dernières expressions faciales qui sont identifiées. Hein. Nous, on fait un gros travail donc, pour les décrypter. Bah ça peut vraiment aider. Parce que naturellement, on a montré que nous, les humains, alors c'est pas toi, moi ou quelqu'un d'autre, dans l'ensemble, les humains, on n'est pas très doués pour lire ces expressions faciales. On vient de faire une grosse étude avec 1000 personnes et qu'on soit peu averti, c'est-à-dire qu'on côtoie des chevaux une fois par mois ou qu'on travaille avec eux 8 heures par jour, bah, il y a des expressions faciales qui nous échappent complètement. Je sais pas, c'est pas dans notre registre. Donc c'est là où la science peut apporter et apprendre à vraiment détecter les plus petits signaux. Et après, une fois qu'on les connaît, en fait, c'est très simple, hein, c'est facile à voir quand on nous a expliqué. Ben ça peut vraiment nous permettre de mieux comprendre l'état de son cheval, de s'adapter, de redescendre en pression s'il y a besoin. Ok. Ce qui peut être difficile quand on est à cheval. Alors oui, alors à cheval, on peut sentir d'autres choses. On peut sentir des musculaires. Je pense que tous les cavaliers, s'ils font attention, ils peuvent sentir le cœur qui bat sous leurs jambes. Hein. Quand ça commence à s'accélérer, on a les jambes qui se mettent à battre en rythme avec les flancs.
Bon, là, c'est déjà bien avancé. Il y a même des chevaux, moi, que j'ai vu trembler et les cavaliers ne le voyaient pas, parce que ça fait des tremblements assez fins. Et voilà, ces chevaux froids, là, notamment, j'ai vu par exemple des chevaux dans des vents, alors ils bougeaient pas, mais en fait, ils tremblaient. Donc, bon, bah, ça, c'est des signes. Donc, être hyper attentif aux signes de son cheval. Et puis, chaque cheval peut, bah, comme nous, hein, manifester ses émotions d'une manière assez spécifique. Donc, bien connaître son cheval, bien passer du temps à l'observer. Il n'y a pas de recette, hein, pour tout le monde, mais enfin, il y a quand même des indicateurs un petit peu généraux. Bah, ça, c'est la clé pour que ça fonctionne bien. Et est-ce qu'il existe, parce que c'est des questions qui sont revenues et je pense que tu peux être la bonne personne peut-être pour nous indiquer, enfin nous donner quelques indicateurs. Il y a beaucoup de cavaliers professionnels notamment qui se posent la question parce qu'aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de photos qui sont diffusées de chevaux en compétition qui surtout enfin qui voilà, sur des moments précis à un moment enfin voilà, donc, on voit quand même un signe de malaise. Mais il y a au-delà de ça, il y a des vraies questions qui se posent sur est-ce que il y a des expressions de l'effort chez le cheval qu'on pourrait, et à l'inverse, confondre avec des signaux de mal-être, finalement. Bah oui, tout comme nous, quand on fait un effort, on va avoir le visage beaucoup plus crispé. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées par la recherche. C'est pas encore tout à fait clair quand est-ce que c'est de l'effort non douloureux, on va dire, et de l'effort plutôt douloureux, même s'il y a quand même pas mal d'indicateurs. Par exemple, même des indicateurs posturaux. On peut parler d'un travail vraiment super qui a été fait en Angleterre par la chercheuse Sue Dyson, qui a établi voilà, un éthogramme avec 24 critères, donc 24 choses à regarder, simple, hein, franchement, il n'y a pas besoin d'être hyper averti, une queue qui fouaille, un changement d'allure, une tension au niveau du visage, de la face. Donc on note à la fin, si on en a plus de 8, bah, là, c'est que c'est pas que de l'effort, c'est qu'il y a probablement de la douleur. Donc il y a des outils qui existent. Oui, Sue Dyson qui est passé derrière le micro du podcast, donc j'encourage les personnes à aller écouter son interview qui était de ce fait très intéressante et qui parle de ces signaux. Donc c'est un bon rappel aussi. Et est-ce que donc tu as aussi, je rebondis sur tes nombreuses études, mais finalement qu'on se rend compte qu'il y a un fil rouge derrière tout ça, si je me trompe pas. Aussi cette parce finalement quand on parle d'équitation, etc. Il y a indéniablement la relation à l'homme, qu'elle soit quotidienne comme tu disais, ou même si on va faire une balade une fois par semaine, ou aller on voit enfin, ou alors on est plus amateur et on va faire ça peut nous arriver deux fois dans l'année, bref. Par rapport justement aux personnalités des chevaux, est-ce il existe dans un premier temps des personnalités qui vont mieux, enfin humaines qui vont mieux avec certains chevaux? Et dans un deuxième temps, une autre question, tu as aussi étudié le fait que les chevaux en fait reconnaissent bah, les personnes de leur environnement et savoir justement comment ça peut interférer dans leur vie quotidienne. Alors, sur la question, quelle personnalité humaine pour quelle personnalité cheval, oui, on a fait des études sur ça. Alors, je peux le résumer. En fait, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire avec les chevaux. On a vu ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité cheval. En fait, il y a tellement de variétés d'équitation, tellement de cavaliers avec des goûts différents pour faire des choses différentes, bah, que en fait, tous les chevaux sont appréciés. En fait, il suffit juste de bien matcher le bon cheval avec la bonne personne. Ça, c'est quand même important, notamment au niveau de la sécurité. Par exemple, on peut parler des chevaux très émotifs. En fait, ces chevaux, on a fait des enquêtes, hein, où on a testé la personnalité des chevaux, on a regardé ce qu'ils faisaient, par qui ils étaient appréciés, hein, plus de 1000 chevaux. On a vu que les chevaux émotifs, ils étaient super appréciés, notamment pour le sport. Parce que c'est des chevaux qui vont être très réactifs. Par exemple, à l'obstacle, c'est des chevaux euh, qui sortent plutôt sans faute, quoi. Ils font pas trop, ils font pas de barre, ils font très attention. Donc ça, c'est des chevaux qui vont être voilà très réactifs, plutôt très sensibles, qui vont être recherchés par ces cavaliers qui aiment bien le challenge, le sport. Par contre, bah, ces chevaux-là, si on les met dans un centre équestre ou avec des cavaliers de petit niveau, ça devient très dangereux. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de faire ça. Donc c'est vraiment important de bien matcher le comportement du cheval avec ce à quoi il va être destiné et puis avec qui il va faire sa vie. Ça, c'est important. Et donc, il y a des tests. On a développé des tests où on peut, en une trentaine de minutes, déjà avoir une une bonne vision de la personnalité du cheval. Donc, je pense que ces tests, c'est vraiment important de prendre le temps de les faire
les faire soit quand on va acheter un cheval, alors là c'est super important, là pour la vie, donc on peut quand même bien passer 30 minutes à tester sa personnalité, mais aussi dans les centres équestres, ça pourrait être assez chouette de le faire et d'indiquer sur les ports de boxe quelle est la personnalité de tel ou tel cheval, parce que ça peut expliquer aussi des réactions. Souvent, on prête des mauvaises intentions aux chevaux, les chevaux qui font semblant qui vont embêter leur cavalier, etc. Bon, pas du tout, ils sont pas dans ça, c'est pas leur but dans la vie. Par contre, oui, comme je le disais, un cheval très émotif dans les mains d'un cavalier qui apprend, d'un débutant, ça va mal se passer, il faut faire attention. Ou un cheval très grégaire, ça peut poser des soucis aussi. Un cheval qui ne veut pas se séparer, alors on va dire qu'il a mauvais caractère, mais pas du tout. En fait, c'est qu'il est hyper sociable, il adore être avec les autres, et puis bah, quand on le met seul, ça se passe mal. Donc quand on cerne bien d'où vient la difficulté, s'il y a une difficulté, bah, ça permet de la traiter de façon spécifique et d'éviter d'aller dans un engrenage avec une série de problèmes. Et sur le fait que donc les chevaux reconnaissent les personnes, c'est une mémoire plutôt courte, plutôt longue. Par exemple, si moi, là, je retourne voir les chevaux dont j'ai pris soin en tant que groom il y a 3 ans, ils me reconnaisseraient? Et ouais, ça c'est extra parce qu'en fait, ils ont une super mémoire et pas juste une mémoire de toi dans ta globalité, mais juste même une mémoire des traits de tes visages. Et on a fait une étude, alors on a développé, c'est rigolo, l'INRA, un système d'écran tactile, de tablette tactile pour chevaux. Donc dessus, on peut leur faire plein de tests de comportement. Et là, cette fois-là, on leur a montré des visages et ils devaient toujours cliquer sur les visages qu'ils connaissaient. Donc il y avait soit des visages de personnes qu'ils n'avaient jamais vues et des personnes qui voyaient. Donc on leur a appris, entre guillemets, cette règle du jeu pendant une petite semaine. Donc en fait, on donne des récompenses quand ils touchent, quand ils cliquent sur les personnes familières. Et quand ils ont bien appris ça, on a mis des photos de personnes qu'ils avaient croisées, mais vraiment longtemps auparavant, des stagiaires qui étaient venus travailler avec nous dans les écuries, par exemple. Et instantanément, ils les ont reconnus. Et moi, ça, c'est quelque chose, ça m'épate parce que je ne suis pas très physionomiste. Je ne reconnais pas toujours Hmm. très bien les visages. Moi, par exemple, je ne reconnais pas les voix. Et en fait, je m'aperçois que les chevaux, bah, en fait, ils sont plus forts que moi, quoi. Parce que même, on s'est amusé, on a mis des perruques blondes à des collègues qui avaient des cheveux courts bruns, on a mis des lunettes, on a transformé les visages, on les a mis en noir et blanc. Enfin, vraiment, on a poussé vraiment les difficultés très, très loin. Et en fait, les chevaux, bah, c'est des pros de la reconnaissance faciale, quoi. Ils reconnaissent hyper bien nos visages sur des photos, même sur un écran d'ordinateur. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et puis, ils mémorisent ça sur des mois, quoi. Donc c'est vraiment assez stupéfiant, ouais. Ouais, c'est fou. Et c'est juste, donc là, on est vraiment sur de la physionomie. Il y avait pas de, enfin, c'était vraiment sur des photos. Là, ouais, on a fait un travail sur photo. Et puis, c'est encore plus stupéfiant, c'est qu'on n'est pas la même espèce. Moi, c'est comme si on me représentait, on montrait sur un écran des chevaux que j'aurais vus peut-être 1 ou 2 ans auparavant, et puis qu'on avait transformé les chevaux Isabelle en chevaux noirs, quoi. C'est de cet ordre-là, et juste sur leur tête. Donc, c'est vraiment impressionnant comme compétence. Après, on sait aussi évidemment qu'ils reconnaissent nous en entier. On a fait une autre étude où là, cette fois, on voulait tester l'effet du pansage sur les chevaux et de 2 méthodes de pansage. Une très améliorée avec des petites gratouilles, etc., très positive. On a vu un superbe effet, même sur des hormones comme l'ocytocine. Euh, Vraiment un bon pansage et puis un pansage plus standard bah, malheureusement, comme on a pu observer certaines fois sur le terrain, un peu standard, on prend les trilles, le bouchon, on fait pas trop attention quoi, au cheval. On lui fait pas de mal, mais on fait pas très attention. Et donc, c'était 2 personnes différentes qui faisaient ces pinçages. Bien sûr, on croisait tout, on faisait attention à tous les biais. Les chevaux ont été remis au prix pendant 1 an et ces personnes sont revenues 1 an après. Et là, juste le fait de s'approcher des chevaux, avant même de les avoir brossés, on voit des expressions faciales très différentes en fonction de s'il était avec la personne qui avait fait des caresses plutôt sympas avec des gratouilles ou le pansage plutôt standard, pas très agréable. Donc instantanément, 1 an après, non seulement ils les ont reconnus, mais ils les ont réassociés à ce qu'ils avaient, entre guillemets, vécu avant pendant une semaine, en plus une semaine, 1 an avant. Donc tout ce qu'on fait aux chevaux, bah faut pas croire, hein, ils l'oublient pas. Ah oui, 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 bah, ouais, et c'est pareil, c'est une des questions, mais par mon vécu, et je sais qu'on est nombreux aussi, parce que souvent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de déclics qui se font avec un cheval en particulier, qui souvent bah, est moins, enfin voilà, a un certain passé pour certains. Et donc je me demandais, donc il y a la reconnaissance donc de l'expérience dont tu es en train de parler. Et c'est vrai que moi je vois aujourd'hui, donc là mon cheval ça fait combien 5 ça fait 7 ans que
que je l'ai. Et donc notre relation a beaucoup beaucoup évolué, mais c'est vrai que il y a encore parfois des réminiscences et ça peut être vraiment des moments clés comme l'autre jour, je sais plus, enfin il y a des jours où enfin ma longe tombe. Je l'avais en main et la longe tombe et il est pris de panique et il fait un reculé de 10 mètres. Alors que ça, c'est pas, enfin, il sait normalement qu'avec moi, il est dans une zone où c'est safe. Donc, je parle de ça arrive tous les, je sais pas, peut-être 3 fois par an maintenant. Mais je me dis, est-ce que c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps ou si ce genre de trauma, d'instant, peuvent s'effacer justement avec le temps? Alors, le cheval, il a vraiment une extrêmement bonne mémoire à long terme. Donc, ça peut être chouette, hein. Si vous lui apprenez à piaffer à 3 ans, il y a des chances qu'à 15, il s'en rappelle, même si vous ne l'avez pas entraîné depuis. Ça, c'est chouette. Mais, comme tu dis, hein, tous les événements traumatiques, ils sont aussi mémorisés et probablement qu'ils ne s'oublient pas. Et d'autant plus, d'autant le traumatisme est grand, d'autant la mémoire sera importante et persistera avec le temps. Moi, j'ai l'habitude de faire une image. Alors, là, on est en Espagne, hein, le podcast, mais moi, je vais parler d'une recette italienne, c'est les lasagnes. Alors, tu ne vas pas comprendre le lien tout de suite, mais Pas pour tout de moi, la suite, non. mémoire, c'est un peu comme les lasagnes, tu vois. Ton cheval petit, la première couche de lasagne, bah, c'était ce traumatisme. Toi, dessus, tu as rajouté plein de couches de lasagne super positives. Mais il ne faut pas croire que la première couche, elle est oubliée. Elle est toujours là, elle est au fond. Et parfois, par des phénomènes qu'on appelle de recouvrement spontané, qui sont très très bien étudiés, pas forcément chez le cheval, mais dans plein d'espèces différentes, parce qu'il y a quelque chose qui va lui rappeler ce moment où cette première couche-là s'est forgée, eh bien, elle va remonter sur le dessus de toutes les autres lasagnes et elle va réapparaître. Donc, si je prends un exemple même face à ce cheval qui a peur de quelque chose en particulier, c'était peut-être il y a 8 ans, c'était complètement enfoui, depuis, tu as fait vraiment du positif, tu as vraiment tout retravaillé, pendant 8 ans, il ne s'est rien passé. Mais une fois, il y a quelque chose qui va lui réévoquer ça, et par ce phénomène de recouvrement spontané, parce que la mémoire, elle est encore là, ça va réapparaître, et bah, après plus ou moins longtemps. Ça va remonter au-dessus des feuilles de lasagne. Là. Ça, c'est typique aussi, et moi j'en ai fait les frais, des chevaux qui ont appris à mettre leur cavalier à terre. Moi j'avais un cheval hein, que j'ai gardé jusqu'au bout, hein, jusqu'à ses 30 ans, c'était super, une super aventure avec lui, mais Hmm. petit, il a dû avoir un problème au débourrage et il mettait par terre. Donc Ok. bah, quand je l'ai eu à 4 ans, bah, on a résolu ça, ça allait à peu près. Et puis, à un moment, je l'ai moins monté. J'ai mes enfants, je l'ai moins monté. Puis un jour, je l'ai repris. On est parti se balader. Là, il avait déjà 16 ans. Hein. Hmm. Eh bien, ce comportement-là, je sais qu'il réapparaissait de temps en temps. Il est réapparu. Et puis là, j'ai eu un très grave accident. Il m'a valu un alitement de plusieurs mois. Ah oui. Mais c'était ça. C'était le recouvrement spontané. En fait, c'est des comportements appris il y a très longtemps. Et soit parce qu'il y a un événement ou une situation qui va leur rappeler, soit parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé. Donc ce comportement s'était éteint, le phénomène d'extinction, très bien connu en éthologie, ça s'est éteint, il avait appris à plus le faire. Et puis d'un coup, bah, hop, ça réapparaît comme au premier jour parce qu'il y a eu un laps de temps ou un événement qui se reproduit. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte dans les phénomènes de rééducation. Oui, on peut rééduquer, mais on n'oublie pas. Donc la conclusion de ça, c'est il faut pas créer ces situations, quoi. Il faut tout faire pour jamais créer ces traumatismes ou apprendre un cheval à mettre par terre, parce qu'en fait, c'est vraiment ancré pour toujours après. Hmm. Et on est d'accord que c'est pas des chevaux qui le font exprès. Non, ça c'est vraiment de l'émotionnel, enfin, c'est pas du tout pour nous embêter ou quoi que ce soit. Encore une fois, je pense que ça c'est pas dans leur registre, c'est pas leur but, c'est que bah, ton cheval qui a peur, bah voilà, il a vraiment peur quoi. Le cheval qui Mhm. met par terre, ça lui est revenu comme ça. Il faut pas considérer ça comme intentionnel à notre égard, c'est pas ça. Mais par contre, oui, c'est ancré. Donc, si on revient sur la rééducation, on peut très bien avoir un cheval qui, dans l'environnement, chez le rééducateur, va hyper bien se comporter. Le rééducateur va même pas comprendre quel est le problème, ça se passe très bien. Puis il revient chez lui, puis en fait, rien n'est réglé parce que dans la situation dans laquelle il avait appris ça, eh bien, à chaque fois, ça réactive ce comportement. Ça, c'est un phénomène qui est important à prendre en considération. Et est-ce que si on change l'animal d'environnement, par exemple, si la réponse est liée à à quelque chose dans l'environnement, si on le change d'environnement, c'est des comportements qui peuvent fortement s'atténuer, disparaître, je sais pas, mais qui peuvent changer? Bah oui, c'est typiquement, ça peut, pas forcément, mais ça peut, c'est typiquement le cas d'un cheval qu'on rééduque, quoi. Il sort Mm. de son Mm. environnement avec une nouvelle personne, hop, tout repart un peu, entre guillemets, à zéro, puis on le remet chez lui et ça recommence.
Bah, après, c'est pas une règle absolue, hein, mais Oui. ça peut arriver, ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a même des gens qui comprennent pas que, oui, chez eux, le cheval allait bien, et puis chez la personne, il revient, ça va plus. Enfin, ça peut poser des incompréhensions. Mais en fait, ça s'explique très bien d'un point de vue cognitif. Mhm. Et est-ce que on entend souvent enfin un peu partout dans les centres équestres, enfin sur les pistes d'entraînement, qu'il y a des chevaux qui testent leurs cavaliers, donc souvent les chevaux qui sont montés par plusieurs cavaliers, on va nous dire ah, fais attention celui-ci il teste un peu. Est-ce que c'est une réalité ou à quoi ça peut être dû en tout cas si c'est pas le cas? Bah, ça renvoie un petit peu au même phénomène, en fait. Là, au lieu de parler d'environnement, on peut parler de cavalier. Le cheval, il avait appris à mettre par terre telle personne, parce qu'en fait, il voit que ça marche avec cette personne-là. Donc, lien de cause à effet, quoi. Il fait une ruade, hop, il peut aller brouter de l'herbe, donc très bien. Puis après, il s'aperçoit qu'avec une autre personne, ça marche pas, donc il le fera jamais avec la deuxième personne, alors qu'il le fera toujours avec la première. C'est vraiment des mécanismes cognitifs assez basiques, finalement. C'est pas qu'il teste, c'est qu'il a compris qu'avec certaines personnes, il y a des choses qui fonctionnent, et qu'avec d'autres, ça ne fonctionne pas, donc ça sert même à rien de commencer à le faire, quoi. Et ça peut être des personnes, même si c'est une personne nouvelle. Alors, ouais, et puis des fois, les chevaux, ils commencent à. Bah, je sais pas, allez, on prend l'exemple. J'ai très bien en tête l'exemple d'un cheval. Quand il avait une nouvelle personne, il faisait pas tout de suite le gros coup d'épaule qu'il faisait avec sa cavalière préférée. Il faisait un tout petit coup d'épaule, presque imperceptible. Et puis, bah, je sais pas, hein, il devait essayer de voir si ça marchait ou pas, quoi. Et Oui. puis, bah, si ça marchait pas, après, il abandonnait. S'il voyait que ça pouvait peut-être lui permettre d'aller brouter de l'herbe, bah, il continuait. Après, c'est pas une mauvaise intention, c'est que lui, il est dans son raisonnement à lui, quoi. Oui, c'est ça. Il cherche à retrouver quelque chose de plus agréable pour lui, quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, on peut se poser la question pourquoi il a envie de mettre le cavalier par terre. C'est ça, Est-ce c'est que ça. c'est désagréable d'avoir ce cavalier? Je pense aussi au pansage où il y a des chevaux qui mordent, etc. On peut mettre tout un tas de techniques en place pour que les chevaux arrêtent de mordre, arrêtent de taper au pansage. Mais enfin, il faut quand même se poser la question pourquoi ils mordent et ils tapent au pansage alors que ça devrait être un moment super agréable pour eux. Oui, 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 bien sûr. C'est encore, on revient un peu à l'observation dont tu parlais dès le début. C'est apprendre à regarder ce qu'exprime le cheval à tout moment. Voilà, c'est ça. Hmm. La difficulté, c'est que ça a pu être désagréable à un moment donné. Après, vous, depuis 10 ans, c'est agréable, mais voilà, après, c'est appris, c'est appris. D'où l'importance, quand on a un cheval, d'essayer d'avoir bien son passé, quoi, de connaître l'éleveur. Ça, c'est idéal, de les avoir petits, ça change tout. Si vous avez un cheval depuis la naissance, en général, vous n'avez pas de problème. Ou si vous en avez un, vous savez identifier d'où vient le problème, vous vous rappelez de l'événement. Et de jamais essayer d'aller trop loin, d'aller au-delà de ses capacités et rester toujours dans ce qu'on sait faire pour avoir la maîtrise et que jamais ça se passe mal. Ça, c'est la règle. On vient de le Hmm. voir, quelque chose qui dégénère, une situation qui dégénère, que le cheval apprend, il apprend une défense, bah ça c'est ancré après, c'est un peu un raté, je dirais. Et Hmm. ça s'oublie pas, ça s'oublie pas. Donc le mieux c'est de les avoir petits ou d'acheter un éleveur de confiance. Et là normalement il n'y a pas de problème. Hmm. Et puis il y a les chevaux donc qui vont exprimer en fait clairement pour celui arrive à lire le mal-être allant jusqu'à enfin le mal-être ou bon l'envie de sortir de cette situation en ruant en faisant enfin voilà d'autres choses et il y a d'autres chevaux qui vont complètement se renfermer sur eux-mêmes qui dans ces cas-là parfois on va penser bah, c'est ce que tu disais un peu des chevaux plutôt froids entre guillemets mais certains qui en fait qui restent dans cet état complètement fermé. Et dans ces cas-là, comment on devrait réagir? Alors ouais, t'as tout à fait raison, il y a deux cas. Il y a le cheval, le froid de nature. Oui. Bon, lui, il n'a pas de problème comportemental, c'est pas du tout, c'est son tempérament. Voilà, il est froid, donc il faut vraiment adapter, comme je disais, il faut pas le pousser, il faut bien observer, pas le pousser dans ses retranchements et tout. Mais ce cheval, il va bien. Et alors, par contre, là, ça c'est super grave, tu as les chevaux qui sont dans un état d'apathie. Il y a eu de nombreux travaux maintenant, hein, sur l'apathie chez le cheval. C'est un état qu'on assimile totalement à la dépression, Mm. une perte de plaisir. Ces chevaux-là, on va les voir dans le box. Alors, on croit qu'ils dorment, mais en fait, pas du tout. Ils ont la tête devant le mur, l'encolure plutôt à l'horizontale, les oreilles fixes qui ne bougent pas, plutôt orientées, un peu tournées vers l'arrière et qui ne bougent pas surtout, les yeux grands ouverts. Donc, ils dorment pas du tout. Si on observe vraiment, on ne peut pas confondre avec du sommeil. Et ça, c'est vraiment un état assez avancé. Nous avons montré que ces chevaux-là, ils étaient plus sujets à des problèmes de santé, notamment de coliques.
On voit qu'ils ont un microbiote particulier, un transcriptome particulier. Enfin, ça se voit même en faisant une prise de sang que ça va pas, ces chevaux-là. Et là, ça, c'est quand même assez avancé. Et ces chevaux-là, quand ils sont montés, bah, effectivement, on voit ils ont pas, ils ont assez peu de réactions aussi à cheval. Ils ont une locomotion aussi un peu particulière. Alors, ils sont plutôt appréciés, hein. Et les cavaliers, c'est des chevaux qui se révoltent pas, hein. Ils font rien, ils écoutent à peu près. Bon, enfin, bon, on peut pas tolérer d'avoir des chevaux dans cet état-là parce qu'encore une fois, c'est un état de mal-être très avancé. On en voit, hein. Il y a certaines disciplines, on voit ces chevaux-là particulièrement. Il faut détecter. Et même à cheval, on peut les voir quand ils sont montés. Ils ont cette posture figée avec le regard là intense, un espèce d'œil grand ouvert comme ça, très fixe, clignement des yeux. Tout est figé en fait. Et ça, c'est super important de détecter ces chevaux-là. Une fois qu'on a détecté ces chevaux-là, bah, faut vraiment faire quelque chose parce que c'est vraiment un état pas tolérable, vraiment mal-être très avancé. Encore une fois, faut revoir toutes les conditions de vie et puis toutes les conditions d'éducation. Et est-ce que les chevaux sont capables, et est-ce que c'est la même chose, de, je sais pas qu'on dit dissocier, en tout cas chez l'être humain, est-ce que c'est possible ça? Là, on n'a pas, ça n'a pas été étudié, ça. Ok. Franchement, des études sur les traumatismes comme ça, c'est pas, je connais pas vraiment d'études parce que bah déjà, on va pas créer ça. Enfin, le chercheur, Non, il bien va sûr. pas aller provoquer ça, surtout pas. Enfin, c'est même pas envisageable. Donc, il faut trouver ça chez des chevaux existants. Voilà, il y a beaucoup de travaux quand même sur la dépression, l'apathie, aller jusqu'à la dissociation. Non, c'est pas connu. Enfin, sur des moments précis où c'est un cheval, je reparle de mon cheval, hein, parce que genre, j'ai encore, même si ça va mieux, il y a toujours des réponses des questions en suspens, où je l'ai changé d'environnement, donc ça allait beaucoup mieux, mais il y avait certains moments où ben, c'était ça, c'était soit il réagissait fort en reculant de 10 mètres, soit en ayant un comportement où, en tout cas, c'était l'impression qu'il me donnait de déconnecter de la réalité pendant 5, 10 minutes, et puis hop, il revenait. Oui, c'est possible, hein. C'est pas parce que c'est pas étudié que Oui, ça oui. n'existe pas. Donc, bah, à tester, à faire, on ne sait pas. Ouais, ok. Après, enfin, c'est possible, hein, ça existe chez l'humain. On est des mammifères, on est soumis au stress. Il y a peut-être des mécanismes comparables, hein. C'est pas du tout exclu, hein. Ok. Ouais, c'était un peu savoir justement si ça avait, parce que j'avais posé la question plusieurs fois et ben, effectivement, j'avais pas trop eu de réponse par rapport à ça. Donc voilà, intéressant. Et tu mentionnais plutôt que les chevaux émotifs particulièrement étaient appréciés pour bah, comme chevaux de sport. Donc j'ouvre un peu la question par rapport à justement le bien-être finalement des chevaux de sport, de compétition notamment, parce que c'est un petit peu, ça fait partie des débats actuels. Si je me trompe pas, tu as encadré ou je crois qu'elle n'est pas encore terminée l'étude de Happy Horse qui est faite par Roman. Oui, c'est Oui, ça, Roman tout à fait. Philippon. Je sais pas, elle est terminée l'étude? Non, il lui reste encore un peu de temps, Non, non? on a encore plusieurs mois. Ouais. L'étude est bien avancée. Effectivement, c'est la Fédération française d'équitation qui a financé ce projet. Et c'est de savoir est-ce que les chevaux peuvent être heureux quand ils sont montés, ou en tout cas pas trop malheureux. Et donc, le but, voilà, c'était de chercher des indicateurs aussi émotionnels. Donc, ça fait partie de tout notre travail sur le décryptage des expressions faciales, puisque je pense que c'est une bonne piste, ça. Il y a évidemment tous les comportements, on en a parlé avec Sue Dyson, mais on peut aller aussi très finement en allant décrypter les expressions faciales des chevaux. Donc, c'est en partie ce qu'on fait dans la thèse. On a aussi étudié ces chevaux de très haut niveau. Est-ce que c'est incompatible avec le bien-être ou pas? Et donc, on a vu que non, c'était pas incompatible. Et notamment, on a travaillé sur les conditions de vie avec Romane de ses chevaux. Et on a vu qu'à très très haut niveau, et donc même les meilleurs Français, peuvent mettre leurs chevaux dehors, en troupeau, avoir une vie de cheval. Et ça, c'est ça qui fait qu'ils ont un bon mental. En fait, nous, on a regardé le mental des chevaux et on a regardé qu'est-ce qui causait ce bon mental. Et ben, c'est clairement le mode de vie entre deux compétitions. Alors, c'est des chevaux, ils sont beaucoup en compétition. Mais le simple, enfin, c'est pas le simple, c'est le fait de les mettre à la maison dans des conditions d'une vie de cheval, en groupe dehors avec du foin à volonté, et bah, ça fait qu'ils ont un super mental et que ça va bien, quoi. On détecte rien, on détecte pas de problème de comportement chez ces chevaux-là. Par contre, bah, plus on tire sur ces critères-là, plus on va les enfermer, moins on va leur donner du foin, si on les prive de contacts sociaux, bah, plus on fait ça, on a vraiment des courbes très nettes, bah, plus on tire sur ces facteurs-là, plus on cause des problèmes qui peuvent aller justement jusqu'à l'apathie, à la dépression dont on a parlé tout à l'heure.
C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Il y a un peu moins de réticence à laisser les chevaux être des chevaux finalement. Je pense. Après, c'est mon point de vue depuis mon expérience. Je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau du foin à volonté et des sorties plus ou moins longues, au moins en paddock tous les jours. Mais je trouve que ça reste encore des paddocks individuels. Et il y a beaucoup de réticence à mettre les chevaux en groupe, et d'autant plus quand on parle de chevaux de compétition. C'est des choses qui avancent. De votre côté, vous avez pu voir des changements de ce côté-là? Alors oui, ça avance. Et c'est dommage que ce soit évidemment le critère le moins mis en avant parce que les chevaux, ce qui compte le plus pour eux, c'est les autres. C'est des Mm. êtres extrêmement sociaux. Ça, toutes les études le montrent, quoi. Par exemple, on parle de leur intelligence du monde physique, je sais pas, connaître la gravité, enfin comprendre des choses très simples, je passe vite, mais la permanence de l'objet, faire des trucs très simples pour nous, eux, ils sont pas bons là. Par contre, dans le domaine du social, ils sont extrêmement, extrêmement forts et puissants. Donc, on voit que ce qui compte le plus pour eux, ce sont les autres. On ouvre des portes. Il y a plein de chevaux hein, dans le monde entier qui ont été relâchés. Je sais pas, par exemple, les Brumbies, les Guarano en Espagne, qui revivent dans les montagnes là, pour cette dernière race, au Portugal, pardon. Mm. Et on voit bien qu'ils retrouvent tous le même mode de vie. Ils se remettent tout de suite en famille. Ils n'ont rien perdu de leur côté social, en groupes familiaux, ils ont des grands troupeaux avec les groupes de célibataires. Donc c'est ultra important. Et on voit que dès qu'on réduit sur ça, bah, on amène des troubles de mal-être. Alors pourquoi on les met seuls? C'est parce que c'est vrai aussi qu'il y a des chevaux qui ont perdu les codes sociaux. Ça, Mm. c'est-à-dire que quand on les met ensemble, bah, ça se passe pas bien. Ils sont agressifs, ils comprennent pas les codes des autres, ils se mettent dans les mauvaises situations. Et les blessures peuvent être très graves. Il faut pas du tout sous-estimer ça. Un cheval peut en tuer un autre rien qu'avec un coup de sabot en quelques secondes. Ça, c'est complètement vrai. Et tous les gens ont un peu des histoires comme ça en tête. C'est ça qui fait que les gens sont réticents à mettre ensemble. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le rôle de l'éleveur. Parce que c'est sûr que si à 6 mois, on sépare la mère du poulain, et puis le poulain vit tout seul jusqu'à 3 ans, c'est impossible ensuite, quasi impossible qu'il ait une vie sociale stable et que ça soit possible pour lui de le remettre en troupeau. Je pense aussi aux étalons. Un étalon, bah, dès tout petit, il est destiné à être étalon, on le sépare, on le met tout seul en boxe à 6 mois. Et ben, il va perdre tous les codes. Il y a une étude d'Europe du Nord qui montre ça, que ces chevaux-là, ils n'ont pas d'inhibition comportementale. Ils ne savent pas comment se comporter avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont facilement mordre, botter, et ils ne savent pas non plus se comporter avec les autres. Donc le rôle de l'éleveur est essentiel. C'est vrai que si on achète un cheval à 4 ans, on ne sait pas comment il a vécu jusqu'à 4, ça peut être un vrai problème de le remettre ensemble. Donc il y a ce rôle-là. Et puis après, bah, il y a aussi, faut observer, on ne met pas n'importe qui avec n'importe qui, hein. Dans la nature, ils s'associent par affinité. Il y a des chevaux qui ne se supportent pas. Si bah, malheureusement on a deux chevaux qui ne se supportent pas, oui, il faut adapter. On peut mettre, alors on ne les met pas complètement ensemble, mais on peut mettre des barrières sociales où ils peuvent interagir à travers une barrière tout en évitant les coups. Après, c'est de l'observation du cas par cas. Mais il faut favoriser au maximum ces relations sociales. Et est-ce que c'est suffisant? Parce que donc moi dans la dernière écurie dans laquelle j'étais, donc il y avait cette réflexion de qui on met à côté de qui dans les paddocks parce il y avait pas d'espace entre les paddocks. Ils pouvaient quand même accéder en fait à l'autre au-dessus de la barrière. Donc ça on regardait, mais est-ce que si on a vu qu'il y en a deux qui s'entendent bien, est-ce qu'on aurait pu facilement les mettre ensemble, enfin enlever la barrière et les mettre ensemble Bah oui, une il faut que fois ce qu'on... soit le but. Il faut que ce Ouais. soit le but. Le but, c'est qu'ils vivent vraiment ensemble parce qu'après, ils synchronisent toutes leurs activités. Enfin, une vie de cheval, c'est vraiment en groupe. La barrière, c'est quand vraiment il y a un problème. Mais ça ne devrait pas être la norme. La norme, ça devrait être ensemble. Et s'il y a un problème, bah, c'est à travers des barrières, si possible, à travers lesquelles ils peuvent se groomer, ils peuvent voilà, se toiletter, se toucher. Ça, c'est important, le contact. Et puis Mhm. aussi le temps passé. Hein, le temps passé, il ne s'agit pas de faire ça 30 minutes par jour. D'ailleurs, là, on vient juste de sortir une étude sur comment les chevaux utilisent les abris et les box. Et on leur laisse le choix combien de temps ils choisissent de rester à l'intérieur. Je sais pas, tu as une petite idée sur 24 heures, combien de temps ils veulent rester à l'intérieur? Pas des masses, hein, je dirais. Ça dépend peut-être de l'époque de l'année. Oui, tout à fait. Mais j'aurais plus tendance à dire que en été, quand il fait chaud, qu'ils vont chercher de l'ombre, plutôt que fuir la pluie. Bah Euh, écoute, tu as complètement raison, c'est ça. hmm, Alors que d'ailleurs, alors notamment en France, on fait l'inverse, hein. Les chevaux, on les met au box à l'intérieur oui, c'est l'hiver et vrai. on a tendance à les mettre en vacances auprès l'été. C'est Bon, vrai. bah non, c'est comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'été, ils y vont 2 fois plus que l'hiver. L'hiver, ils y sont seulement 1 heure par jour et 23 heures dehors quand ils ont le choix. Ah Et oui. l'été, c'est plutôt 6 heures à l'intérieur et le reste du temps dehors. Et en moyenne sur l'année, c'est 3 heures, quoi. Avec des grandes variations entre chevaux, hein. Il y a des chevaux qui, bah, notamment dans cette étude-là, on avait des poneys qui adoraient passer beaucoup de temps dedans.
Mais bon, la moyenne, c'est quand même que 3 heures par jour, avec plein d'allers-retours en plus. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les chevaux, ils attendent à la sortie à la barrière, quoi. Ou alors l'inverse, ils attendent à la sortie du box pour sortir, parce que eux, ce qu'ils aiment bien, c'est décider quand rentrer, sortir, et donc faire plein d'allers-retours. C'est pas 3 heures d'affilée dehors, et puis, pardon, 3 heures à l'intérieur, et puis 21 heures dehors, c'est plein d'allers-retours. Donc ça, c'est important à savoir. Faut des temps longs, en fait. Et on l'a vu hein, chez les chevaux de sport de haut niveau, il y a des chevaux qui vivent quasi sur 24 heures dehors en groupe. Et c'est d'ailleurs ça la stabilité et la raison que ça se passe bien. Parce qu'il y a un autre effet qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si ton cheval, tu le mets jamais dehors ou jamais avec d'autres, et que une fois par mois, pendant 2 heures, tu vas le sortir, là, il va exploser et là, il va se blesser, c'est évident. Alors qu'en réalité, s'il est toujours avec les autres et toujours dehors, bah, en fait, ils sont calmes. Hein. Ouais, bah, hyper intéressant. Et c'est vrai que il faut pas avoir peur, en fait, et puis tester, parce que finalement, ça reste des chevaux, comme C'est les ça, chiens et comme tester, les hommes, observer, et observer. Oui. exactement, observer et attention quand même, un coup de pied peut tuer un cheval en quelques secondes, ça, il ne faut pas croire que ce n'est pas le cas, c'est le cas. Moi, malheureusement, je connais des cas, mais souvent, en fait, ça a été ces fameux effets rebonds, en fait, toute l'année, le cheval il reste au box, et puis d'un coup, on les lâche dans un champ parce que c'est les vacances l'été, sans préparation, bon, bah là, ça peut mal tourner, il faut faire attention, il faut observer, voilà. L'observation, c'est la base, c'est l'éthologie. Et donc, du coup, un cheval peut être heureux enfin, dans des installations qui ne sont pas des grandes étendues de prairies, même si effectivement c'est l'idéal. Mais un cheval peut être heureux dans des conditions de sortie longue au paddock tous les jours avec des congénères et un peu de boxe dans la journée, et idéalement avec un accès libre au box. C'est des environnements qui peuvent lui convenir. Oui, bah après, on fait avec ce qu'on a. En fait, le bien-être, Ouais. c'est un continuum. Hein. Il y a le pire du pire qui serait d'être toujours enfermé, seul, avoir jamais aucun congénère, avec que du concentré et du copeau. Bon, bah ça, on sait que c'est le pire. Rien de tel pour créer des coliques, le phénomène apathique, des problèmes inflammatoires, des engorgements, que votre cheval vous morde et vous mette par terre, ça c'est sûr. Et puis, bah, on peut imaginer le meilleur, une prairie super avec plein de plantes, des murs dans les haies, des feuillages, des congénères qui l'apprécient, de la place. Voilà, ça c'est le top. Et puis, bah, entre les deux, on essaye de se positionner. Et puis, on peut toujours faire mieux en fait. C'est jamais fini en fait. Le bien-être, on peut toujours faire quelque chose de plus et de mieux. Super. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu aimerais partager avec la communauté équestre avant que l'on ne termine? Bah, observer, il n'y a pas de recette miracle qui convienne à tous les chevaux. C'est d'observer, il y a des grands principes généraux, il y a plein de recherches actuellement dans le monde, plein de nouvelles équipes qui sortent plein d'études. Je pense qu'on peut vraiment s'enrichir de ça, pas rester sur ces a priori, sur la tradition, se demander pourquoi on fait les choses, apprendre et puis bah, être à l'écoute de son cheval. Ça serait ça mon conseil. Super. Eh ben, merci énormément, Léa. J'invite vraiment en tout cas, au plus public francophone, bah, de jeter un œil régulièrement sur bah, toutes les études qui sont réalisées, et à ton livre également. Et ouais, merci vraiment. Il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait aborder, mais je trouve que là, on a quand même finalement réussi à aborder les principaux. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, bah merci beaucoup. J'alimente aussi une page Facebook où je mets les différentes recherches récentes. À chaque fois qu'on fait une publication, j'essaye de les publier là pour que les gens puissent voilà, s'informer des dernières connaissances. Donc ça peut aussi être un moyen d'actualiser ses connaissances. Tout à fait. Je mettrai tous les liens dans tous les cas dans les notes de l'épisode. Donc voilà, il y aurait pas d'excuses. Bah, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. Bonne journée. Et vous, quel rôle souhaitez-vous jouer dans l'avenir de l'équitation ? Chaque petit changement commence par une prise de conscience individuelle, mais c'est aussi en partageant les connaissances et en ouvrant des espaces de réflexion que l'on peut avancer vers une pratique plus éthique, cohérente et respectueuse des chevaux. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées, des réponses ou peut-être de nouvelles questions pour continuer à explorer cette voie. Si vous ne voulez pas manquer les autres interviews de cette semaine spéciale, je vous invite à suivre le podcast depuis la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. C'est un geste simple mais très précieux pour soutenir ce projet et donner plus de visibilité à ce type de contenu. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite dans le prochain épisode.